pour voir si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Bonjour, oui, ok, parfait, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, 5 sur 5, super. Hop. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. On va attendre juste quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Alors, je ne sais pas si pour certains, c'est la première webconférence avec Ladi ou si vous êtes déjà des habitués. J'aime bien poser la question pour me rendre compte si les pairs. Alors, première, ok, habitué, première fois, première. Ah oui, beaucoup de premières fois, c'est super. Et quelques habitués quand même dans le lot. Ok, génial. Pour toutes celles et ceux pour lesquels c'est la première fois, sachez qu'on organise une conférence tous les mardis à 14h30 sur des sujets donc liés toujours bien sûr à l'entrepreneuriat, mais que vous soyez porteur de projet ou déjà lancé, les sujets peuvent vous intéresser. Vous avez ensuite les replays sur notre chaîne YouTube et c'est très souvent animé en partenariat avec donc soit des associations, des entreprises qui s'occupent de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Audrey, qui est avocate et qui va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, je la laisserai tout à l'heure, bien sûr, se présenter. Du coup, on est un peu sur un format différent. Donc là, je le dis pour ceux qui ont déjà suivi des conférences avec Ladi, il n'y aura pas de slides. Ça va vraiment être un jeu de questions-réponses. Du coup, vous allez pouvoir avoir la possibilité de nous écrire dans le chat. Et puis, on prendra les questions au fur et à mesure pour y répondre. Donc, on ne pourra pas aller non plus dans un degré enfin, ça ne pourra pas être trop personnel non plus ou vraiment un cas extrêmement particulier, extrêmement compliqué, puisque voilà, là, ce n'est pas forcément le but. Mais pour le coup, sur des questions un petit peu générales, si vous posez sur le choix de votre statut juridique, sur vos différents projets d'entreprise, vous êtes au bon endroit. Alors, je vois qu'on a un peu augmenté le nombre de participants. Donc, on est ensemble pour 45 minutes, 1 heure, selon les questions que vous aurez à poser. Il n'y aura pas de... Donc, on enverra... il n'y a pas de slide, donc de toute façon, ça, c'est réglé. Et le replay, du coup, sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici la fin de semaine. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez revoir la conférence, elle sera disponible. Je vous mettrai le lien tout à l'heure. Voilà. Et du coup, la modalité d'action, c'est bien sûr sur le chat où vous pouvez nous poser toutes vos questions. Donc, très rapidement, je vais vous présenter Ladi pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, moi, je suis Clara, je travaille au siège de l'association. Donc, c'est une association qui existe depuis plus de 30 ans et qui défend l'idée que chacun et chacune peut entreprendre s'il a accès à un crédit et à un accompagnement personnalisé. Donc, du coup, on est vraiment sur l'octroi de microcrédits et d'un service d'accompagnement pour vous aider soit à réaliser votre projet, soit à continuer de le développer. Donc, on s'adresse aussi bien aux personnes qui ne sont pas encore lancées dans l'entrepreneuriat, mais aux personnes également qui ont déjà une entreprise. Donc, on a, depuis qu'on existe, financé plus de 160 000 entreprises. On est présent sur tout le territoire. Donc là, vous voyez sur la carte, c'est tous les petits points rouges. C'est là où il y a une agence ADI. Donc, vous voyez, on couvre aussi les territoires d'outre-mer. Et donc, on est à peu près 700 salariés et on a 1300 bénévoles avec nous qui sont spécialistes de la création d'entreprises. Nos principales, missions, c'est vraiment de... Alors, ma slide n'est pas à jour. De proposer un accompagnement personnalisé, mais surtout du microcrédit. Donc là, vous voyez 10 000 euros sur ma slide, c'est passé à 12 000 euros et à 15 000 euros dans les Outre-mer. Donc avec vraiment, donc ça c'est du microcrédit. On a aussi avec des prêts d'honneur ou des primes qui peuvent être octroyées à côté pour vous permettre de vous lancer. On a du coup par ailleurs un accompagnement qui est réalisé soit par nos équipes, soit par nos équipes bénévoles tout au long du projet de votre entreprise. Et donc voilà, nos trois missions principales, ça va être de financer, de conseiller et d'accompagner les porteurs de projets et les entrepreneurs. Et donc tout à l'heure, je vous parlais des bénévoles, je vous parlais des salariés, mais on a aussi donc des partenaires. Et donc Audrey présente aujourd'hui un peu les deux casquettes, et donc elle va se présenter. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreuses et aussi nombreux. Moi, je suis ravie d'être avec vous sur ce webinaire parce que je trouve le format très sympa. Ça
permet de la réactivité, de la spontanéité et puis de vous mettre sur la bonne direction. Donc moi, je suis avocate depuis plus de 15 ans. J'étais, bénévole et partenaire, de l'ADI depuis, 15 ans. J'ai commencé, dans une grande structure de cabinet d'avocats international, où, l'état d'esprit, à côté des dossiers facturables, c'était aussi, d'apporter nos connaissances bénévolement à des associations et moi, j'étais en charge du partenariat avec l'ADI et très vite, quand j'ai créé mon propre cabinet il y a, quelques années, j'ai souhaité, continuer, ce partenariat et en formant, les équipes de bénévoles et de salariés, en répondant à des questions juridiques via l'outline, en étant moi-même aussi, pendant une certaine période, bénévole aussi, à l'outline. Donc, voilà, donc je connais bien la structure et les besoins, des clients ou prospects, ADI, à savoir, du conseil, juridique, efficace, et pragmatique. Et aujourd'hui, donc moi, je vais, répondre à vos questions. Comme l'a dit Clara, hein, ça va être plutôt de l'information juridique parce que ce format-là ne va pas permettre de faire des réponses, format cas pratique, mais l'idée, c'est de vous amener à vous poser les bonnes questions, à vous orienter vers les bons interlocuteurs, ou à déverrouiller, des petites thématiques qui pourraient être un frein à votre projet entrepreneurial. Et moi, j'exerce à mon compte maintenant depuis plusieurs années, sur toutes les problématiques, du droit des affaires pour accompagner des entrepreneurs, des investisseurs, des startups, des porteurs de projets et j'interviens également en droit du travail, plutôt côté, salarié. Un vrai programme. Donc là, n'hésitez pas, si vous souhaitez, commencer, voilà, à poser vos questions. Donc ça peut être bien sûr, hein, lié à votre situation. Si vous êtes, voilà, porteur de projet, que vous vous posez, la question du statut ou d'autres questions juridiques, voilà, ça va vraiment être le cœur de notre échange aujourd'hui. Alors il y a une première question qui est pas forcément en lien, là, tout de suite avec la foire à questions sur les statuts juridiques, mais on va la prendre le temps que d'autres questions peut-être arrivent. Donc Élodie, tu nous demandes est-ce qu'on travaille avec Pôle emploi? Oui, bien sûr. Pôle emploi est un prescripteur pour l'ADI. Donc quand vous avez un projet de création d'entreprise, alors que vous êtes demandeur d'emploi, souvent Pôle emploi vous envoie, si vous avez un besoin de financement, à l'ADI. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, on va tout de suite en prendre une autre. Alors, Léa nous demande comment bien choisir son statut juridique. Alors, peut-être vraiment en guise d'introduction, c'est une très bonne question parce qu'il n'y a pas de recette miracle sur le statut juridique, idéal qui serait applicable à tout le monde. C'est vraiment du cas par rapport à vous déjà, votre état d'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes sur un projet solo? Est-ce que vous êtes sur un projet solo, mais à terme, vous allez très vite faire venir des associés, c'est-à-dire des personnes qui vont participer au capital social et au projet entrepreneurial, avec vous? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des besoins financiers qui vont, demander à faire venir des investisseurs dans la structure? Est-ce que votre projet est abouti ou pas? Est-ce que vous êtes, avec un emploi? Est-ce que vous voulez cumuler ça avec un emploi que vous allez continuer et cetera? Donc il faut se poser les bonnes questions. On peut toujours changer de statut juridique en cours de vie entrepreneuriale, mais c'est du temps, c'est de l'argent, ça crée des formalités, il faut avoir recours à un avocat, il faut avoir recours à un expert comptable en fonction de où on en est sur sa première structure, les changements peuvent avoir des conséquences comptables et fiscales très importantes, donc autant faire le bon choix aujourd'hui. Moi, mon conseil, pour faire le bon choix, c'est vraiment déjà de savoir ce qu'on souhaite faire tout de suite, à court, moyen et long terme. Si on est tout seul, vous avez le choix entre l'entreprise individuelle et la forme sociétale. L'entreprise individuelle
individuel, je suis tout seul dans une structure qui n'a pas de personnalité morale. En société, je peux être tout seul ou avec des associés dans une structure qui a la personnalité morale. Donc déjà, ce n'est pas le même fonctionnement juridique. L'entreprise individuelle, c'est quelque chose de très souple. C'est quelque chose aujourd'hui qui est d'autant plus favorable qu'il n'y a plus cette confusion entre le patrimoine perso et professionnel de l'entrepreneur, qui en pouvait engager sa responsabilité de façon, illimitée sur ses dettes professionnelles. Donc, une réforme récente a assaini le système. La forme sociétale, c'est aussi quelque chose qui est assez simple, à mettre en place. On peut faire une société tout seul. Moi, j'aime bien orienter souvent mes clients vers une société parce que je trouve que avoir une personnalité morale distincte de l'entrepreneur, c'est quelque chose qui est plus efficace, ça permet plus d'évolution et le fait de pouvoir faire venir, si on le souhaite, des associés ou des investisseurs. Donc différents critères à prendre en compte. L'activité, est-ce que c'est une activité réglementée ou pas? Parce que certaines activités vont de toute façon vous obliger à choisir un certain statut juridique. Mais mon projet, court, moyen, long terme, et on va regarder aussi la situation fiscale, sociale et patrimoniale de l'entrepreneur pour voir l'impact que peut avoir sur son patrimoine, sur sa fiscalité, sur, ses, cotisations sociales, le choix d'une ou autre structure. Juste un dernier mot, entreprise individuelle, donc la forme la plus simple pour lancer un projet entrepreneurial, pas de personnalité juridique de la structure, pas besoin de rédiger des statuts, donc c'est très, très simple à créer. La société, personnalité morale, les sociétés qui permettent d'être tout seul, la SASU et la SAS. Et j'ai vu une question passer tout au début, donc on peut bénéficier, de l'ACRE, hein, en étant en SASU. Après, il faut juste regarder si, l'exploitant va répondre aux critères d'attribution de l'ACRE. Merci beaucoup pour, cette première question. Alors, je vois que ça fuse, donc on va passer tout de suite à une, suivante. Confirmez-vous que le statut EIRL n'existe plus? Oui, il n'existe plus pour l'avenir. Par contre, celles qui ont été créées existent toujours. L'EURL, donc quand on est en entreprise individuelle, on pouvait, créer une EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, pour identifier un patrimoine professionnel. Le gros problème, jusqu'à, l'année dernière de l'entreprise individuelle, c'est que les créanciers professionnels pouvaient venir se faire rembourser sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel, sauf sur la résidence principale qui était insaisissable. Donc il y avait une forte exposition du patrimoine. Pour réduire cette exposition, on pouvait faire une déclaration d'insaisissabilité pour protéger son patrimoine foncier et déclarer une IRL, un patrimoine d'affectation professionnelle, pour identifier les biens professionnels liés à l'activité. Aujourd'hui, la réforme fait que, l'entreprise individuelle a un patrimoine professionnel, propre, donc ça ne fait plus de sens de créer des EIRL. Par contre, celles qui ont été créées avant la réforme, perdurent. Alors, tac. Bonjour, pourquoi est-il mieux de choisir une SASU plutôt qu'une micro-entreprise? Alors la micro-entreprise, on est dans la catégorie des entreprises, individuelles. Donc on est sur une structure qui n'a pas de personnalité morale et qui est confondue avec la personnalité de son exploitant. La micro-entreprise, c'est quand je suis en entreprise individuelle et que je suis en dessous de certains seuils de chiffre d'affaires pour de la vente ou de la prestation de services, je vais bénéficier d'un régime social et fiscal de faveur. Si on pense avoir un projet entrepreneurial qui va se développer dans le temps, si on souhaite avoir des associés, si on souhaite avoir plusieurs salariés, c'est possible d'avoir des salariés en entreprise individuelle, mais quand on choisit l'entreprise individuelle, c'est pour avoir une structure souple, donc pas pour s'encombrer avec des salariés, donc c'est pas la structure idéale. Donc si j'ai un projet qui va se développer, il faut mieux aller dès à présent sur la forme d'une société type SASU ou EURL.
on revient à la discussion sur qu'est-ce que je veux faire pour mon projet entrepreneurial aujourd'hui, à court, moyen et long terme. Alors, à quel moment ouvrir mon entreprise? Début ou fin d'année? Alors ce qui est bien, c'est de le faire plutôt en début d'année, parce que si vous le faites en fin d'année, au niveau de l'imposition et de certains droits, à payer, ça ne sera pas fiscalement très intéressant. Donc, à quelques mois près, c'est toujours mieux de se lancer au 1er janvier, plutôt que de le faire au 15 décembre. Après, tout dépend d'où vous en êtes sur votre projet et de ce dont vous avez besoin. Parfois, il y a des impératifs, des temps, légaux qui vont nécessiter de se lancer le plus tôt possible et malheureusement de créer en fin d'année. Mais si on peut attendre quelques semaines, autant le faire au 1er janvier, c'est plus simple pour la compta, c'est plus simple pour la fiscalité et cetera. Alors, en URL, si on n'arrive pas à se verser de salaire les premiers mois, est-ce que je dois payer charges patronales ou seulement lorsqu'on se verse un salaire? Alors c'est juste quand on verse un salaire qu'on paye des charges sur ce salaire. Si vous versez pas de salaire, vous n'avez pas à payer de charges patronales. Alors, une autre question de Diane. Bonjour, je souhaite ouvrir une auto-entreprise uniquement en télétravail, donc sans accueillir de clients chez elle, ni réceptionner de marchandises. Puis-je domicilier mon auto-entreprise sans demander l'accord de mon propriétaire et de la copropriété? Alors, vous pouvez domicilier, votre auto-entreprise, chez vous. Alors pour les sociétés, il y a une exemption sur 5 ans, d'autorisation à le faire et plus généralement, il y a très rarement, hein, d'annulation de société pour la domiciliation. Donc même si c'est interdit, vous pouvez le faire. Je vais vérifier par contre sur l'auto-entreprise. Je pense que c'est le même raisonnement. Normalement, vous pouvez le faire, chez vous parce qu'on accompagne la création d'entreprise. Mais je vais vérifier le point et puis je vous ferai, un petit retour, comment est-ce que je peux faire peut-être un petit retour à la fin de la séance? Si, oui, oui, si tu veux ou sinon par mail, si on peut, Mmh? se noter, là je peux noter Ou si je le mettrai dans le chat peut-être? oui, bah, écoute, ouais, ouais, très bien. Alors celle-ci, c'est bon du coup. Une autre question. Y a-t-il des démarches à effectuer pour séparer les biens personnels des biens professionnels en micro-entreprise? Alors, la micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle qui bénéficie du régime de faveur. Donc, quand vous êtes en auto-entreprise, il faut partir du raisonnement qui est applicable à l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, depuis une réforme très récente, les créanciers professionnels ne peuvent plus venir chercher l'entrepreneur individuel sur son patrimoine propre. Ce qui est conseillé aujourd'hui, c'est juste d'avoir 2 comptes, même si c'est plus c'est pas une obligation. Ce qui est bien, c'est d'avoir 2 comptes. Un compte qui va être dédié à son activité professionnelle et un compte notre le compte personnel. Avant, il y avait, différentes, formalités qui pouvaient être mises en œuvre justement pour détacher son patrimoine personnel et le rendre insaisissable des créanciers. Aujourd'hui, depuis la réforme, les patrimoines sont bien, distincts. Donc non, il n'y a plus de formalité à faire. C'est pour ça qu'on parlait de l'EIRL tout à l'heure, qui était une façon justement de distinguer ce patrimoine, ce qui n'est plus nécessaire aujourd'hui. Alors, tac. Alors, une question, donc je suppose que c'est quel est le montant des charges d'un assimilé Alors salarié? je pourrais pas vous donner le montant parce que c'est des montants qui changent régulièrement et qu'il faut vérifier à date. Donc là, je vous conseillerais d'aller sur le site sur ces, problématiques-là, souvent de l'URSSAF ou de l'UNEDIC où vous aurez les derniers chiffres à jour sur les charges, où vous renseignez, oui surtout auprès de l'URSSAF, mais je ne pourrais pas vous répondre sur les montants des cotisations, parce que je vous induirais en erreur et il faut regarder le chiffre qui est applicable à date. Parce que ça change, ouais, régulièrement.
Alors, on va prendre du coup une nouvelle question. Quelle assurance sociale lorsqu'on veut s'installer en tant qu'auto-entrepreneur à la retraite? Quelle assurance sociale? Alors, est-ce que vous pourriez, développer l'assurance sociale? Vous allez être sur la sécurité sociale des indépendants. Est-ce que c'est ça votre question? Alors, il faut qu'on change de chat du coup. Myriam, si vous pouvez nous donner, voilà, quelques précisions. Oui, si vous On pouvez va préciser passer, votre heu, question. on va passer à une autre question et puis on reviendra, dans ce cas-là, à la vôtre un peu après. Alors, une question d'Audrey: «Bonjour, nous sommes 3 associés avec un associé majoritaire. Nous avons fait le choix d'une SAS. SAS, oui. Maintenant, ma question porte sur la rédaction des statuts. Quels sont les points importants qui doivent être abordés au sein de la rédaction des statuts?» Alors les statuts, c'est le document, obligatoire pour créer une société qui est rédigée par les associés. Donc là, aujourd'hui, vous êtes sur un projet qui n'est pas, fait. Vous êtes 3 associés, donc 2, donc un des 3 est majoritaire et vous envisagez de créer une SAS. Donc dans les formalités d'immatriculation, il faudra déposer au greffe les statuts. Les statuts contiennent plusieurs, types d'informations. Le nom de la société, son régime juridique, le siège social, l'objet social, donc des informations d'ordre très général, le montant du capital social, la répartition du capital social avec les apports, qui a fait les apports à la création de la société. Et ensuite, vous allez avoir plusieurs articles dans les statuts sur la gouvernance de l'entreprise. Est-ce qu'il y a un président? Est-ce qu'il y a des délégués, des directeurs généraux ou autres? Est-ce qu'il y a des comités de direction ou autres? Comment sont prises les décisions des associés? À quelle majorité? Est-ce qu'il y a des limitations de pouvoir pour le dirigeant? Est-ce qu'il y a certains droits, spécifiques qui sont accordés pour les associés? Donc déjà, moi, je vous conseillerais de prêter attention et on va voir quelques clauses dans le détail dans un instant, à la rédaction des statuts, mais aussi de faire un autre document qui s'appelle le pacte d'associés. Le pacte d'associés que vous n'avez pas à déposer au greffe, donc c'est quelque chose qui ne va pas être public. C'est un document, c'est un contrat entre les associés et qui va pouvoir régler certains thèmes qui peuvent être problématiques. Donc 2 documents, les statuts et le pacte. Dans les statuts, ce à quoi il faut faire attention, vous allez désigner, à la création de votre société qui sera le dirigeant. Est-ce que le dirigeant, ça sera votre associé majoritaire ou pas? Si c'est l'associé majoritaire qui est en même temps dirigeant, peut-être que une limitation de pouvoir du dirigeant serait intéressante. Par exemple, on ne peut pas, le dirigeant ne peut pas faire, des contrats supérieurs à 3 000 € s'il n'y a pas une majorité des 2/3. Peut-être que pour vous assurer, vous et l'autre associé minoritaire, d'être bien pris en compte dans certaines décisions, si c'est, l'esprit, hein, de votre société, mettre une majorité aux 3/4 plutôt que de enfin aux 2/3 pardon, aux 2/3 plutôt que de mettre une majorité à 50 Ça pourrait être mettre aussi parfois, des majorités différentes sur certaines décisions, mettre peut-être certaines décisions que vous souhaitez prendre à l'unanimité, bah, dans les statuts. Dire que toute décision relative à certaines thématiques qui sont importantes pour vous, devrait, faire l'objet soit de l'unanimité ou encore d'une majorité aux 2/3. Donc moi, si j'étais vous, je ferais très attention sur la majorité. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de rajouter des clauses d'agrément. Une clause d'agrément, ça veut dire que là, les associés ne peuvent pas céder leur titre à un tiers sans l'accord des autres associés. Et dans le pacte d'associés, vous pourriez régler vos droits de sortie. Si un associé veut sortir de la société, bah, comment ça se passe? À combien on lui rachète ses titres pour pas que l'associé soit bloqué? Si un associé veut obtenir certaines informations, bah, que ça qui est une obligation, parce que quand on n'est pas dirigeant, on n'a pas accès à la même information que le dirigeant et si vous voulez avoir à la même information que le dirigeant, bah, c'est bien de le mettre dans le pacte et de faire une liste des informations qui doivent vous être transmises. Vous pouvez également, mettre des clauses, d'inaliénabilité, le fait que les associés ne peuvent
pas sortir de la société avant une certaine durée, mettre des clauses de non-concurrence ou autre. Il y a beaucoup de flexibilité dans le statut de la SAS. Ce qui est important, c'est de comprendre quel est l'esprit de votre association, qui est censé avoir le pouvoir. Est-ce que vous êtes 3, il y a un majoritaire juste parce qu'il a plus d'apports que les autres, ou est-ce que c'était censé être le dirigeant de la société, le chef et celui qui mène la danse? Alors, pouvez-vous expliquer le statut de président d'une société? Alors, le président est un mandataire social. Donc, dans une société, il y a 3 acteurs clés, voire même 4, 3 en interne et un 4e acteur en externe. Il ne faut pas qu'on confonde qui est qui. Vous avez le président. Le président, il dirige la société. Il dirige la société, il la représente à l'égard des tiers. Vous avez les associés. Les associés, ce sont ceux qui ont créé la société, qui ont fait un apport en nature, en matériel ou en industrie, qui est un apport de compétences. Et en échange de cet apport, ils vont recevoir des titres qui vont être proportionnels à leur apport, pour l'apport en matériel et l'apport en numéraire. Vous avez ensuite les salariés qui sont unis avec la société par un contrat de travail, mais qui n'ont pas de participation au capital. Et vous avez le 4e acteur qui est le tiers à l'entreprise, le prestataire, le créancier, qui a un lien contractuel dans l'entreprise, mais qui n'est pas en son sein. Le dirigeant, il dirige. Pour diriger, il est mandataire social, c'est-à-dire que c'est lui qui va apparaître sur le CABIS comme représentant légal de la société. Il peut être ou pas associé, il peut être rémunéré ou pas pour ses fonctions de dirigeant. Donc dans ce cas-là, si on décide de le rémunérer, rémunération fixe ou variable pour ses fonctions de dirigeant. Il est possible, s'il n'est pas associé majoritaire, de cumuler cette fonction de président, de dirigeant, avec un contrat de travail, à condition que ce soit lié à des fonctions techniques. Par exemple, je peux être présidente d'une société, avoir une rémunération en tant que présidente de la société, et à côté, je suis experte en data. Je vais avoir un contrat de travail sur cette expertise-là que j'apporte à la société, mais à condition de ne pas être associé également majoritaire dans la société, parce que pour avoir un contrat de travail, il faut un lien de subordination, lien totalement fictif si je suis associé majoritaire. Le président d'une société, il s'appelle président quand on est dans une SAS, il s'appelle gérant quand on est dans une SARL. Généralement, quand on est associé dans une SASU, société par action simplifiée unipersonnelle, donc la SAS quand on est tout seul, ou dans une EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la SARL quand je suis tout seul, on va cumuler le fait d'être associé unique et d'être dirigeant. Et il faut se poser aussi les questions quand on cumule la création d'entreprise avec des indemnités au Pôle emploi sur le versement justement, enfin le non-versement d'une rémunération pour le dirigeant. Alors, tac. Alors, une grande question. Artiste-auteur en micro-entreprise. Je souhaite m'associer et créer une entreprise de conseil en communication. Je souhaite aussi garder mon activité d'illustration et graphisme en indépendante. Est-il judicieux d'opter pour une entreprise individuelle? Et dans l'affirmative, puis-je facturer l'entreprise de conseil pour une commande d'illustration? Alors, vous êtes artiste-auteur en micro-entreprise, donc vous avez une entreprise individuelle et vous êtes en dessous de certains seuils de chiffre d'affaires, ce qui vous permet de bénéficier du régime de la micro-entreprise, ce qu'on appelle communément l'auto-entrepreneuriat, mais le terme juridique, c'est la micro-entreprise. Vous souhaitez vous associer. Donc, si vous voulez vous associer dans votre structure existante, ce n'est pas possible parce que c'est une entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, on est tout seul. C'est la structure sans personnalité morale. Si vous souhaitez garder votre structure d'entreprise individuelle pour votre propre activité et vous associer dans une autre structure pour une entreprise de conseil en communication, ce que je pense être le cas, ça, c'est tout à fait possible. Il faut juste qu'il n'y ait pas dans les statuts de la nouvelle entité une clause de non-concurrence qui
obligerait les associés à ne pas être associés ou dirigeants ou sur d'autres projets entrepreneuriaux en même temps. Donc, vous souhaitez garder votre activité d'illustration et de graphique en indépendant. Donc, vous avez une première activité indépendante et vous vous associez sur une société. Est-il judicieux d'opter pour une entreprise individuelle? Alors, l'entreprise individuelle, encore une fois, il est impossible de s'associer avec quelqu'un. On est tout seul. Dans l'affirmative, puis-je facturer l'entreprise de conseil pour une commande d'illustration? Vous pouvez effectivement avoir des relations commerciales avec une autre structure dans laquelle vous êtes associé. Attention, il faudra juste respecter, en fonction du type de société dans lequel vous serez associé, le mécanisme et la réglementation de ce qu'on appelle les conventions réglementées. Quand on a un contrat qui est passé entre un associé d'une société et une structure où l'associé est dirigeant ou associé, et cetera, pour éviter un peu les conflits d'intérêts, il y a une procédure pour vérifier que les conventions sont conclues à des conditions normales. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail de ces procédures parce que ça va dépendre de la structure qui est choisie, mais il faudra regarder et respecter la procédure des conventions réglementées si vous facturez avec votre entreprise individuelle la structure où vous êtes, la société où vous êtes associé. Alors, une question d'Emmanuel. Différence entre SAS ou SASU et EURL? Alors, la SAS et la SASU, c'est la même chose, c'est juste qu'on appelle SASU une SAS où on est tout seul. Je peux m'installer en société par action simplifiée unipersonnelle et quand je fais rentrer des associés, on appellera ça une SAS, mais c'est le même concept juridique. L'EURL, c'est un autre type de société. Donc, SAS et SASU, c'est la même chose, c'est juste que SASU, je suis tout seul. EURL, c'est une SARL, société à responsabilité limitée, où je suis tout seul et on appelle ça une EURL. La différence entre la SAS et la SARL, c'est une société dite fermée, très réglementée par le code de commerce pour éviter l'entrée de nouveaux associés avec des procédures assez bien décrites dans le code de commerce. La SAS, c'est une société beaucoup plus souple que moi, en tant qu'avocate, je préfère souvent conseiller à mes clients parce qu'on peut faire preuve de beaucoup plus de sur-mesure dans les statuts. Le choix entre SAS et EURL se fait également pour des aspects sociaux et fiscaux en fonction de l'imposition, des régimes d'imposition et de taxes et de charges sociales des dirigeants. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte aussi quand on fait le choix. Généralement, on dit qu'il est plus intéressant de commencer en société, de finir, enfin que le régime de la SAS en début d'activité va être plus intéressant, en SARL plutôt en fin d'activité. Mais voilà, il faut se poser un petit peu sur les régimes d'imposition en fonction des responsabilités qu'on prend dans la société quand on est dirigeant, sur le montant des cotisations fiscales et sociales, notamment du dirigeant. En règle générale, la SAS, ça passe très bien et moi, c'est sans faire de recherche plus approfondie quand cela n'est pas nécessaire, c'est une structure que je conseille régulièrement. Merci. Alors, Alors je réponds juste, parce que j'ai eu le temps de vérifier, hein, vous avez bien 5 ans, même si c'est interdit, pour domicilier votre entreprise individuelle chez vous. C'était pour la question de Voilà, Diane, tout à l'heure. tout à l'heure. Super, merci Bayodon. Alors, j'ai 2 projets en ligne de mire. La première, personnelle d'accompagnante en parentalité, donc auto-entreprise est-elle adaptée? Et la seconde, avec mon conjoint artiste qui crée des objets, peintures et fresques. À cela s'ajoute la décoration. Quel statut pour cette seconde activité? Alors, il n'y a pas, c'est ce que je disais en introduction, on n'a pas des statuts qu'on va coller en fonction des activités. La première chose à faire, c'est de regarder déjà si c'est des professions réglementées.
Accompagnante en parentalité, est-ce que c'est une profession libérale? Est-ce que c'est une profession réglementée pour laquelle il faut certains diplômes? Ça, là, je pourrais pas vous répondre dessus, c'est vous qui êtes mieux placé et il faut vérifier dans ce cas-là sur la réglementation, si la réglementation n'exige pas de se mettre sur un statut plutôt qu'un autre. Si c'est pas le cas, vous avez le choix en fonction des critères que je vous ai donnés, le projet, le nombre d'associés, les perspectives de développement. On peut regarder aussi le chiffre d'affaires parce que si je me mets en entreprise individuelle pour bénéficier du régime de la micro-entreprise et que je sais que je vais très vite dépasser les seuils minimums de chiffre d'affaires pour bénéficier de ce régime, ça ne sert à rien. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut anticiper. S'il n'y a pas de réglementation particulière, pour, être accompagnante en parentalité qui vous exigerait d'être en société, oui, pourquoi pas se mettre en entreprise individuelle, c'est souple, c'est simple et là où j'alertais il y a 1 an, sur l'entreprise individuelle et la responsabilité qui était, quand même, compliquée, sur des activités de conseil. Aujourd'hui, avec la réforme, c'est tout à fait adapté. La seconde avec votre conjoint, donc si vous êtes avec votre conjoint, de toute façon, l'entreprise individuelle ne sera plus possible. Si vous voulez vous associer avec lui, être véritablement associé, donc il faut aller sur, une forme sociétale, donc une société. Donc là, c'est une activité artistique avec de la décoration. Donc sur la seconde, activité, moi, je vous conseillerais, une société. Donc à voir si vous n'avez pas, de problématiques spécifiques, patrimoniales, la SAS pourrait très bien être adaptée à ce projet. À faire juste attention sur la rédaction de votre objet social pour qu'il y ait bien l'activité de création des objets et aussi de décoration, décoration d'intérieur, décoration d'objets existants. Voilà, juste bien rédiger votre objet social pour que ça couvre l'intégralité de l'activité que vous envisagez. Alors, s'il vous plaît, est-ce que le capital social peut être retiré après la création? Alors, le capital social, il reste, après la création d'entreprise parce que comptablement, il fait partie, de vos fonds propres. Ce que vous pouvez faire sur, certains types de sociétés, c'est ne pas libérer intégralement le montant du capital social, notamment quand on est un peu court sur les fonds. Attention aujourd'hui, vous pouvez créer une SAS ou une SARL sans capital social minimum. Donc en théorie, on peut créer des sociétés à 1 €. Alors je ne vous conseille pas de créer une société à 1 €, mais des montants de capital social très faibles, avec des centaines d'euros, peuvent permettre de créer une société. Donc si vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent pour, doter votre société d'un capital social important, c'est pas si votre activité ne nécessite pas en début de faire beaucoup d'investissements, vous n'avez pas besoin d'avoir un gros capital social. Alors, bonjour, je crée une SASU avec un capital social de 1 000 €. Quel choix faire pour le nombre de parts et quelle sera l'incidence de ce choix? Alors, donc le capital social, ça c'est le montant total et le capital social, enfin une société est composée d'un capital social et vous avez un nombre de titres. Donc sur une SASU, ça sera des actions. On parle de parts sociales quand on est dans une SARL, c'est le même concept, parts et actions, sauf que voilà, le terme juridique, c'est action quand on est dans une SASU. Donc l'idée du nombre d'actions, c'est pour la répartition du capital social. Vous aujourd'hui, vous êtes toute seule. Donc bon, ça serait un peu dommage de faire une part à 1 000 €. Ce qui peut se faire, c'est faire 10 parts à 100 € chacune. L'incidence, c'est en cas d'opération sur le capital social, quand on va augmenter le capital social et mettre de nouvelles actions, notamment pour faire rentrer des associés. Donc c'est intéressant d'avoir des chiffres faciles à manipuler parce que ça sera la valeur nominale de vos actions. Donc vous pourriez faire, soit 1 000 actions à 1 € ou 100 actions à 10 €. Ça me semble tout à fait correct, hein, 100 actions à 10 € chacune. Après l'impact, c'est quand vous faites des opérations, sur votre société. Donc une action aujourd'hui, si vous faites 100 actions à 10 €, une action chez vous, ça vaut la valeur nominale est de 10 €.
Et l'incidence du choix, c'est plus pour les calculs et pour valoriser le montant d'une action à la création de la société. D'accord. Alors, Angélique, peut-on bénéficier de l'ACRE une seconde fois pour une nouvelle activité sous un nouveau statut si on l'a déjà bénéficié en micro? Donc ça serait vous en bénéficiez, heu, normalement pour bénéficier de l'ACRE, il ne faut pas en avoir bénéficié lors des 3 dernières années. Donc donc tout dépend de votre, temporalité. C'est ça. Alors, quel statut juridique quand on perçoit des indemnités Pôle emploi le temps de lancer son entreprise? On m'a conseillé une SASU, qu'en pensez-vous? Alors, moi, je conseille effectivement la forme sociétale, donc SASU, ou SARL, parce que quand on cumule donc quand vous êtes au Pôle emploi, vous pouvez avoir le statut de, demandeur d'emploi ou de créateur d'entreprise et vous continuez à percevoir l'ARE. Sauf que pour le versement de l'ARE, Pôle emploi heu, va faire des retraitements quand on est en entreprise individuelle, des retraitements forfaitaires. C'est plus facile quand on est en société d'être dirigeant et comme on a une personnalité morale, la société, son patrimoine propre à nous et nos statuts de dirigeant pour lequel on ne va pas être rémunéré, c'est beaucoup plus simple de maintenir ces indemnités, de ne pas se verser de salaire en tant que de rémunération pardon, en tant que dirigeant et de me déclarer à Pôle emploi tous les mois, bah, j'ai créé une entreprise, je ne me verse toujours pas de rémunération, je maintiens des ARE plutôt que d'être en entreprise individuelle où il faut faire des retraitements forfaitaire et où ça sera moins intéressant. Donc moi, je confirme également, la SASU, ce qui et alors après, pareil, Pôle emploi, c'est comme les impôts, hein, c'est des choses qui changent régulièrement. Il y a des réformes sur la durée d'indemnisation, sur les pourcentages d'indemnisation. C'est bien de valider aussi le sujet et le calcul. Alors d'une part avec alors comment ça s'appelle? Vous avez des tests que vous pouvez faire, sur le site de Pôle emploi pour des projections, pour calculer, ces indemnités et surtout avec le conseiller Pôle emploi qui vous suit, de bien être sûr que voilà, j'ai choisi telle structure, merci de me confirmer que la procédure, c'est bien ça et que j'aurai l'intégralité de mon ARE à condition que je ne me verse pas de rémunération. Alors, question de Stanislas. Je suis en train de créer une SARL avec un associé. Y a-t-il des règles à respecter quant à l'objet dans les statuts? Alors l'objet social, il doit correspondre à votre activité. Et vous pouvez alors généralement, on a le début quand on rédige l'objet social qui correspond concrètement à ce qu'on fait au quotidien. C'est intéressant de prévoir, si vous êtes dans des activités qui s'y prêtent, les activités de conseil, de formation, d'événementiel, les activités aussi de création de logiciels et d'applications et vous avez à la fin une clause balai qui englobe toutes les activités connexes nécessaires pour la réalisation, de l'objet social. Donc il ne faut pas avoir un objet social trop restreint parce que quand vous développez votre activité, que vous rajoutez certaines activités qui sont liées, vous êtes obligé de changer vos statuts. Changer les statuts, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est des frais au greffe parce qu'il faut déposer des nouveaux statuts. Il ne faut pas non plus un objet social trop gras, trop large pour ne pas, permettre aux dirigeants de faire tout et n'importe quoi avec la société. Alors là, on a une question alors qui concerne aussi un peu l'ADI, donc je vais peut-être commencer, par répondre et puis si tu veux, compléter, Audrey, je te laisserai. Alors Loïc, Louis-Philippe, dans le cas d'une SAS, peut-on combiner les aides du réseau Entreprendre, Initiative ainsi que l'ADI? Chacun propose de l'accompagnement, est-ce compatible? Alors du coup, ces accompagnements sont pas liés à votre statut, ça va plutôt être lié, aux besoins, de financement que vous allez avoir besoin au départ. Alors l'ADI pour l'ADI, l'octroi de microcrédit ne peut pas être, octroyé s'il y a une autre source de financement. Donc c'est pas, l'aide de l'ADI peut pas venir en complément d'un crédit, d'initiative ou un crédit bancaire. Par contre, pour réseau Entreprendre Initiative, je crois que ça peut se cumuler. Donc là, si on est vraiment sur la partie financement. Ensuite, l'accompagnement, ça va être un peu autre chose. L'accompagnement, c'est des services donc totalement gratuits. Donc là, pour le coup, il n'y a rien qui vous empêche de cumuler, on va dire, un accompagnement dans chacune des structures. Après, c'est pas forcément non plus le plus
intéressant, on va dire, de cumuler, de cumuler l'accompagnement. Il vaut mieux voilà, être bien accompagné peut-être par une Oui. structure plutôt que de cumuler l'accompagnement. Donc, je ne sais pas, Audrey, si tu veux. Oui, exactement. Je pense que alors, ce sont voilà, des réseaux qui sont là de longue date et qui aident les entrepreneurs avec des spécificités. C'est des réseaux d'ailleurs qui eux-mêmes travaillent ensemble sur la thématique de l'entrepreneuriat et qui vont intervenir à différents niveaux aussi de la création du projet. Je pense que ce qui est bien, c'est de rentrer dans un programme et qui de toute façon orientera en fonction des besoins vers les autres partenaires. Plutôt que d'être tout seul et d'aller voir chacun et d'essayer de construire quelque chose qui sera bancal parce que ces réseaux-là travaillent déjà ensemble. Donc, s'il y a une problématique, par exemple, de microcrédit, et le réseau Entreprendre et le réseau Initiative ils connaissent très bien l'ADI et ce que fait l'ADI depuis des années et ils vous parleront de l'ADI. Donc moi, je pense qu'il faut prendre juste le point d'entrée qui est le plus simple pour vous par rapport à votre projet et par rapport à votre besoin d'accompagnement. Sur quoi il est aujourd'hui votre besoin d'accompagnement. Vous prenez le réseau qui y répond et ensuite le réseau travaillera avec tous les partenaires, tout l'écosystème de l'entrepreneuriat et les choses seront facilitées. Voilà, et sans lien forcément avec votre statut ou le statut choisi, hein. On Oui, accompagne oui, oui, vraiment, voilà, oui. tout le Oui, oui, monde. c'est pas que voilà, C'est peu ça. importe que ce soit une SAS ou une entreprise individuelle, c'est pas ça qui doit rentrer en compte. C'est le statut juridique, l'objet social, le choix du siège social peut rentrer en compte parfois quand on cherche des aides auprès de certains incubateurs, ou auprès de la BPI. Mmh. Donc là, c'est des choses qui peuvent rentrer en compte. Mais on n'est pas sur des réseaux, voilà, associatifs comme ceux que vous citez ou le choix d'ailleurs, c'est plutôt des réseaux qui vont vous aider à faire le bon choix du statut. C'est ça. Alors, une question de Vanessa: comment répartir les parts sociales en SAS en tant que porteur de projet principal avec des associés accessoires? Tout dépend de alors qui apporte quoi? Alors encore une fois, part sociale, c'est plutôt le terme qu'on emploie dans une SARL. Quand on est en SAS, on va parler d'action. On a quelqu'un qui apporte le pro qui qu'est-ce qui crée le business de la société? Et c'est l'idée, parce que c'est une idée super originale que personne n'aurait eue. Est-ce que c'est l'argent? Parce qu'on a besoin de faire beaucoup d'investissements pour faire le projet, et cetera. C'est en fonction de qui apporte quoi qu'on va, répartir les titres, les actions et qu'on va répartir le pouvoir. Généralement, l'associé qui apporte le plus d'argent, va être l'associé majoritaire, et le fait d'être le porteur de projet principal, il faudrait comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que le porteur de projet principal, c'est juste une idée? Moi, j'ai l'idée de créer une société, on pourrait faire une société comme ça, ou est-ce que c'est aussi la personne qui prend le plus de risques, qui apporte le plus d'argent ou qui apporte du matériel? La répartition du capital social, hein, généralement, c'est en fonction des apports. Celui qui apporte le plus, il a le plus d'actions et il a le plus de pouvoir. Rien n'empêche, et je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, de prévoir dans le pacte d'associés, donc dans un contrat qui serait signé entre les associés, certains droits qui seraient décorrélés de la détention du capital social. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a fait des études de marketing, sur les réseaux sociaux, et cetera, et qui a apporté très peu dans l'entreprise, mais qui dit: «Moi, je pars sur ce projet avec vous, à condition que j'ai un droit de veto sur toutes les décisions marketing». Donc c'est une façon de récupérer une partie du pouvoir sans être associé majoritaire. Vous pouvez créer aussi après, des comités de direction, de consultation et cetera. Voilà, là, la question est posée de façon trop générale pour que je puisse vous répondre précisément. Ce qu'il faut voir, c'est qui apporte quoi, parce qu'on a une répartition du capital en fonction des apports et ensuite s'il faut corriger à côté pour donner plus de pouvoir sur certains sujets à certains, on met ça dans le pacte d'associés. Alors, du coup, la micro-entreprise est potentiellement une société limitée. Alors la micro-entreprise n'est pas une société déjà parce qu'elle n'a pas de personnalité morale. L'entrepreneur fait corps avec l'entreprise individuelle. Avant la réforme qu'il y a eu, l'année dernière, il n'y avait pas de dissociation entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. C'est-à-dire que pour des dettes liées à l'activité,
Si l'activité ne permettait pas de payer ses dettes, on pouvait aller chercher sur le patrimoine propre de l'entrepreneur, hors sa résidence principale et hors déclaration d'insaisissabilité sur des biens fonciers et hors création de l'EIRL, vous savez, ce patrimoine professionnel d'affectation que pouvait définir l'entrepreneur individuel. Aujourd'hui, la responsabilité dans l'entreprise individuelle est bien limitée au patrimoine professionnel, sauf certaines exceptions, notamment d'ordre fiscal. Donc il y a toujours un petit risque qui existe sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur, mais le grand principe, c'est qu'il y a quand même une dissociation et une protection du patrimoine personnel. Donc je dirais pas que c'est une société aujourd'hui en tout cas, je vous l'aurais dit peut-être, l'année dernière, on aurait fait la formation l'année dernière, je vous aurais dit: «Oui, très dangereux sur le patrimoine». Aujourd'hui, l'idée, hein, du législateur, c'est de favoriser au maximum la création d'entreprises, hein, parce que c'est voilà, créer son propre emploi, ça permet de se réinsérer, de gagner en indépendance et cetera. Donc l'idée a été aussi d'alléger, la responsabilité sur l'entreprise individuelle. Par contre, quand on est en défaut, par exemple, de certaines obligations fiscales, on pourra venir chercher l'entrepreneur individuel sur son patrimoine personnel. Donc c'est toujours risqué à ce niveau-là, mais je serais moins, heu, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est comme une société à risque illimité, aujourd'hui. Alors, pouvez-vous évoquer les statuts de SCOP? Oui, alors la SCOP, alors c'est, un type de projet, assez particulier, qui c'est une société coopérative de production et qui peut être créée sous plusieurs formes de sociétés. L'ASA, la SARL, la SAS et la volonté de la SCOP, c'est de permettre aux salariés d'être associés au projet. Ça se fait beaucoup, par exemple, sur des exploitations, agricoles, qui se mettent en SCOP et où les salariés, bah, qui travaillent dans l'exploitation sont également, associés du projet. Vous avez donc c'est assez spécifique, hein, la SCOP, voilà, faut être sûr, qu'on est dans cet état d'esprit de collectif qui participe à un effort commun et qui a vocation du coup à participer, de façon capitalistique au projet et à en tirer les fruits, parce que c'est ça l'idée. Ce qui est intéressant, c'est de se renseigner auprès de l'Union régionale des SCOP, qui est un peu, l'autorité qui oriente, et qui aide aux formalités, pour les SCOP. Si vous partez sur la création d'une SCOP, à retenir qu'il y a des clauses types à mettre, dans les statuts, et notamment sur cette répartition, du capital entre les associés, sur leurs responsabilités, sur l'engagement. La SCOP, c'est un état d'esprit et une structure juridique. Donc tout dépend de votre projet. Les statuts, doivent comporter, comme éléments les pouvoirs des administrateurs, du gérant, les modalités de contrôle parce que c'est une société qui est, assez, contrôlée en termes, légal, hein. C'est-à-dire qu'on fait pas, quand je vous parlais de la souplesse de la rédaction des statuts de la SAS, la SCOP, c'est très rigide. On met dans les statuts, le champ de la responsabilité aussi des associés quand ils engagent, la SCOP. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'écrit avec beaucoup de précision, et je pense si ce projet vous intéresse, ça serait pas mal de vous rapprocher de l'Union régionale des SCOP, de votre région. Alors, à combien s'élèvent les frais lorsque l'on change de statut? Et si on bénéficie de l'ACRE, l'exonération continue-t-elle de s'appliquer? Alors quand vous changez de statut, alors tout va dépendre, je ne peux pas vous répondre avec un montant parce que tout va dépendre de l'impact que ça a. Est-ce que vous venez de créer votre société et vous changez, alors j'exagère, 1 mois après ou est-ce que vous changez de statut au bout de 10 ans? Si je suis en entreprise individuelle, par exemple, et que je veux passer en société, si j'ai développé une entreprise individuelle, il y a différentes façons ensuite de passer en société, mais je vais devoir, par exemple, une des façons, c'est d'apporter mon fonds de commerce à la nouvelle société.
ou de vendre mon fonds de commerce. Les opérations sur le fonds de commerce sont coûteuses et il y a des formalités, des droits d'enregistrement, plus les formalités de le coût de rédaction aussi du document. Vous avez ensuite les formalités de création d'entreprise, les formalités de création d'entreprise et de publicité légale, on va dire grosso modo, voilà, on est autour de 300 €. Mais sur un changement de statut, tout va dépendre de ce dont on a besoin. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un bilan à date, donc c'est une charge supplémentaire pour l'expert comptable. Est-ce qu'on a besoin de faire intervenir ce qu'on appelle un commissaire à la transformation? C'est un commissaire aux comptes qui est spécialisé sur cette thématique et qui va intervenir aussi sur la valorisation, des biens qui sont transférés. Donc oui, ça peut coûter cher. Voilà, pas de chiffre type, mais tout dépend de l'évolution de votre société et l'ACRE, si vous changez de statut dans les 3 années, à partir du moment où vous n'en avez pas bénéficié, je pense pardon, si vous changez, avant 3 ans, je pense que vous ne pourrez même en cas de transformation, parce que c'est une nouvelle structure que vous allez créer, je ne pense pas que vous puissiez, continuer à bénéficier de l'ACRE. Mais ça, c'est assez spécifique, il faudrait le vérifier. Voilà, spontanément, je dirais non, puisque c'est une nouvelle structure et donc ça veut dire bénéficier, faire 2 demandes différentes pour une nouvelle structure. Donc à vérifier, moi spontanément, je dirais non, mais je mets une petite réserve en disant qu'il faudrait creuser ce point spécifique. Alors, je vois qu'il est 15h26, donc on a encore, voilà, tout un tas de questions. On pourra malheureusement pas prendre, tout le monde, donc on va en prendre encore, voilà, 2-3. J'essaye, voilà, d'en prendre certaines qui n'ont pas été du tout, peut-être abordées. Alors, on en a une d'Emmanuel. Y a-t-il un statut à privilégier si on est proche de la retraite? C'est tout dépend encore une fois si vous êtes proche de la retraite, en activité ou, pas en activité. Après, voilà, l'entreprise individuelle, c'est quelque chose qui est plutôt, facile à faire et plutôt souple. En fonction de vos perspectives de développement, ça pourrait être la forme, de société. Si vous êtes en société, il faudra se poser la question de la rémunération, ou pas de vos fonctions de dirigeant et de l'impact que ça peut avoir sur votre imposition par rapport, à la retraite que vous percevrez une fois que vous êtes, en retraite. Donc voilà, il faut faire un peu de modélisation, financière là-dessus, pour voir l'impact que vont avoir les choix sur votre imposition. Après, aussi, sur le régime de la sécurité sociale et cetera. Alors, êtes-vous favorable à l'idée de mettre son nom, prénom pour créer son entreprise? Est-ce, que ce soit en micro ou en SASU pour une prestation de service, par exemple? Alors en entreprise individuelle, souvent c'est nom, prénom et puis après vous pouvez avoir un nom commercial. En société, encore une fois, tout va dépendre de votre activité. Si vous êtes sur une activité un peu artistique de création, je pense que ça peut être là, c'est pas tant du juridique, hein, c'est plus du marketing. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir votre nom, prénom en tant que marque, pour certaines activités. Pour rayonner et pas dire qu'on est tout seul aussi, peu importe le choix de la structure, on peut avoir un nom, plus transversal. Si vous appelez Marie Dupont, une société qui s'appelle Marie Dupont et qui fait du conseil, bon, on va se dire: «Marie Dupont, elle est peut-être toute seule. Est-ce que c'est l'image que vous voulez renvoyer ou pas?» Voilà. Après, de toute façon, vous ne serez pas anonyme, si vous êtes en SASU, ou en micro, hein, parce que quand on sortira le SIRET, on aura le nom de l'exploitant. Donc c'était pour des raisons de confidentialité. On sait de toute façon qui est derrière l'entreprise en tant que dirigeant. Donc je pense que c'est plus un sujet marketing. Alors, bonjour, je suis auto-entrepreneur en prestation de services et me rapproche des plafonds d'exonération de TVA. Conseillez-vous de rester en micro-entreprise avec TVA, vu que les plafonds de chiffre d'affaires sont plus élevés, ou de passer directement sur un autre statut de type société? Alors ça va dépendre de l'impact, qu'a
la TVA sur votre, entreprise? Parce que du coup, comme vous le savez peut-être, les plafonds de chiffre d'affaires, pour bénéficier de la micro-entreprise sont plus importants que le plafond de TVA, qui est très vite atteint. Donc quand vous êtes en micro-entreprise, vous êtes en franchise de TVA jusqu'à un certain plafond. C'est intéressant d'être en franchise de TVA parce que du coup, vous ne payez pas la TVA, mais vous la facturez pas et ça peut vous permettre d'être plus compétitif sur certaines prestations que vos concurrents. Ma prestation, je vais la faire à 100 alors que chez mon concurrent, elle est à 120 parce que, il y a la TVA. Par contre, si vous avez besoin de faire des investissements importants, de matériel et de machines, c'est intéressant aussi de pouvoir déduire la TVA, ce qu'on ne peut pas faire quand on est en franchise de TVA. Donc il faut voir pour vous quel est l'impact au quotidien dans votre activité, quel est l'impact de la TVA au quotidien, sur votre activité. Donc c'est peut-être une question à voir avec votre expert comptable pour voir est-ce que ça vous pose, est-ce que c'est restrictif ou pas? Est-ce que c'est dommageable ou pas financièrement? De rester toujours en micro-entreprise et de plus être en franchise de TVA ou est-ce que c'est indolore? Alors, Vanessa nous demande, dans le cas d'une SAS, quelle fonction choisir pour bénéficier de l'allocation chômage en cas de fermeture? Alors de toute façon, si vous créez il y a pas de chômage pour le dirigeant d'entreprise. Le chômage, il est pour les, salariés. Si vous voulez bénéficier, il faut plutôt prendre des assurances. Il y a des assurances aujourd'hui, pour les dirigeants en cas de perte d'activité, mais la fermeture de l'entreprise va pas être indemnisée par l'allocation chômage. Ça sera pour les salariés. Par contre, si vous êtes et dirigeant et salarié, vous pourriez être retoqué par, Pôle emploi qui dirait que c'est une fictivité, que votre contrat de travail, c'est une fictivité, juste pour avoir le droit, au Pôle emploi. Donc c'est très, voilà, c'est une problématique très délicate. C'est important de bien respecter la règle et la loi, et de pas faire des montages qui auraient vocation à permettre une indemnisation au Pôle emploi, alors que le statut juridique ne le permettait pas. Donc très, très attention, là-dessus. Quand on est dirigeant ou associé, c'est des statuts qui n'ouvrent pas de droit à Pôle emploi. C'est quand on est salarié, et qu'on est, licencié, ou qu'on fait une rupture conventionnelle, d'une entreprise qu'on a le droit à avoir le Pôle emploi. Pas quand on est dirigeant et que ça se passe mal au niveau de la structure sociale. Et on va prendre du coup une dernière question. Et puis ensuite, on sera obligé de clôturer cette heure. Alors, Vanessa, est-il obligatoire de faire rédiger ces statuts par un expert comptable? Alors non, il y a rien d'obligatoire. Les statuts, sont rédigés alors soit par des avocats, soit par des experts comptables ou par des entrepreneurs. Le fait de faire, d'ailleurs c'est plus un avocat, hein, qu'un expert comptable. L'expert comptable, il s'occupe plutôt des chiffres. L'avocat s'occupe du droit. Il n'y a pas d'obligation légale du coup à faire intervenir quelqu'un pour la rédaction. Après, c'est important de faire rédiger ces statuts, je pense par un professionnel, parce que en fonction du type de structure que vous allez faire et des problématiques, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir faire tout seul et que vous ne pouvez pas, recopier de statuts que vous trouvez comme ça sur internet. Si vous n'avez pas les moyens d'avoir recours à un avocat pour rédiger vos statuts ou un expert comptable, parce que je sais qu'il y a des experts comptables aussi qui le font. Vous avez quelques legal tech, alors je ne vous citerai pas de nom, parce que je ne fais pas de pub, mais il y a quelques legal tech très sérieuses qui peuvent assister et qui ont des modèles de statut, qui peuvent aider à des coûts réduits. Mais c'est vrai que c'est mieux de faire, intervenir un professionnel du droit. Après, si vous n'avez pas les moyens de faire intervenir un professionnel du droit, ne recopiez pas les statuts que vous donne un copain, qui seront peut-être pas du tout adaptés à votre activité. Donc vous avez, voilà, certaines belles legal tech qui peuvent être une solution intermédiaire. Ah pardon, ah, je vous ai perdu, je vais juste rallumer le son. Non, non, c'est moi. J'avais fermé mon micro. C'est bon? Ouais, ça remarche.
Je vais vous mettre dans la boîte de chat la chaîne YouTube de l'ADI sur ces sujets-là et notamment sur les Legal Tech dont parle Bayoudré. On a déjà effectué des webconférences peut-être avec eux et vous allez pouvoir aussi trouver beaucoup de ressources sur notre site adi.org. Donc, n'hésitez pas, voilà, si jamais on n'a pas pu répondre aujourd'hui à votre question, n'hésitez pas à aller voilà, regarder un peu sur les sites voilà, un peu sérieux pour trouver. Alors, pardon, tac, non, ça. Je vous mets dans le chat le lien aussi du site de l'ADI. Hop. Alors, j'espère que ça vous a plu et éclairé sur tout un tas de questions que vous pouvez vous poser. Merci, merci beaucoup, un grand merci Bayoudré pour toutes tes réponses et surtout voilà, le fait que c'était très très clair. Session trop courte, Claire. Oui, je suis désolée, on est un peu obligé de faire des sessions comme ça d'1 heure, mais on en refera sûrement une peut-être en début d'année prochaine. Donc n'hésitez pas voilà, à regarder régulièrement nos programmes. Un grand merci à tout le monde et une très belle journée à vous tous.